transmise en direct, aura un caractère assez particulier. D'abord par sa forme elle-même, puisque c'est celle d'un dialogue qui sera mené avec l'unique invité de ce lundi de l'histoire, Pierre Bourdieu. Cette formule, qui est plutôt rare dans nos rendez-vous du lundi matin, m'a paru en effet la meilleure de façon à présenter l'ouvrage que Pierre Bourdieu, professeur au Collège de France, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vient de publier dans la collection Libère des éditions du Seuil, sous le titre « Méditation pascalienne ». Il est inutile, je pense, de présenter Pierre Bourdieu, auteur de livres devenus des classiques et dont certains avaient fait l'objet ici même de débats des lundis de l'histoire. Je rappellerai simplement la distinction 1979, le sens pratique 1980, Homo academicus 1984, la noblesse d'État 1989 et plus récemment déjà publié par les éditions du Seuil, les règles de l'art 1992 ou La misère du monde, 1993. Avec les méditations pascaliennes, un titre qui pourra surprendre, Pierre Bourdieu fait retour sur l'ensemble de ce parcours jalonné par ces quelques titres et beaucoup d'autres. Mais il s'agit d'un retour qui est d'emblée guidé par une remarque de Pascal. Je cite, « Je ne puis juger de mon ouvrage en le faisant. Il faut que je fasse comme les peintres et que je m'en éloigne, mais non pas trop. De combien donc? Devinez. » Nous essayerons ce matin de deviner. Une seconde originalité de ce lundi de l'histoire est qu'il sera consacré à un livre qui n'est pas un livre d'histoire et à un ouvrage, ici au sens de Pascal, qui a été et est celui d'un sociologue, praticien également de l'anthropologie et de l'ethnologie. Mais c'est sans doute à cause de cet écart ou de cette différence que le livre de Pierre Bourdieu constitue, je crois, une réflexion parmi les plus profondes sur ces savoirs qu'il nomme les sciences historiques. Puisque, je le cite, il n'y a pas d'au-delà de l'histoire, que tout est historique. L'approche historienne, qui ne doit pas être confondue, et ce sera peut-être l'un des thèmes de notre discussion, avec l'histoire en tant que discipline académique, cette approche historienne se voit assigner une tâche fondamentale. Réinscrire dans leur histoire singulière, dans leur lieu propre, des manières de penser, des façons de faire, des expériences que la tradition philosophique ou que tout simplement l'opinion commune tiennent spontanément pour universelles. Dissiper l'illusion qui fait considérer comme partagée, invariable, universelle, des pratiques qui pourtant sont tout à fait particulières, et donc du coup qui fait oublier les conditions sociales, donc historiques, qui ont rendu possible ces pratiques, telle est pour Pierre Bourdieu la définition même de la tâche de ce qu'il appelle la critique historique. C'est cette exigence que nous essayerons d'expliciter tout au long de cette émission, et bien sûr en l'illustrant par différents exemples. Pour entrer dans ce livre dense et intense, il y a plusieurs manières. Celle que je vous propose ce matin, Pierre Bourdieu, prendrait le titre finalement au pied de la lettre, Méditation pascalienne. Et si vous en êtes d'accord, nous pourrions construire cet entretien en partant, pour chacun de ces grands thèmes, de fragments des pensées. L'exercice est sans doute risqué, car il n'est pas facile d'ajouter des mots aux mots de Pascal. Mais pourtant, à vous lire, il est clair que cet exercice, risqué, délicat, vaut la peine d'être tenté. Vous écrivez dans l'introduction du livre « J'avais différentes raisons, comme on pourra s'en convaincre, de placer ces réflexions sous l'égide de Pascal. J'avais pris l'habitude, depuis longtemps, lorsqu'on me posait la question, généralement mal intentionnée, de mes rapports avec Marx, de répondre qu'à tout prendre, et s'il fallait à tout prix s'affilier, je me dirais plutôt pascalien. » Alors ma première question est d'évidence, pourquoi ce compagnonnage avec un auteur qui finalement paraît assez éloigné des réalités du monde social, je veux dire le monde social dans lequel nous sommes, vous et moi, et qui ont fait l'objet de toutes ces analyses dont j'ai rappelé les jalons et les moments. Pourquoi cette familiarité, cette proximité? Je pense que bien qu'il soit très éloigné historiquement du monde que nous connaissons,
et aussi peut-être intellectuellement en apparence des sciences sociales et historiques telles qu'elles se sont développées, Pascal donne des instruments extrêmement puissants et sous-utilisés selon moi pour comprendre un aspect que j'ai essayé de porter au premier plan de l'analyse scientifique des sociétés contemporaines, à savoir la dimension symbolique. Bon. On a souvent commenté les textes sur l'Hermine et la Toge, etc., sur ce que j'appelle le pouvoir symbolique, mais je pense qu'on a sous-estimé, sous-interprété toute l'analyse pascalienne de ces rapports très particuliers de pouvoir, que sont les rapports de pouvoir symboliques, rapports particuliers de pouvoir qui, peut-être, pour des raisons historiques, se présentaient avec une force particulière au temps de Pascal et aux gens qui, comme la noblesse de Rome, occupaient la position qu'ils occupaient au temps de Pascal. Autrement dit, il y a une sorte de biais historique, enfin lié à l'appartenance à la noblesse de Rome, provinciale, etc., qui peut-être a favorisé une lucidité perdue depuis sur le pouvoir symbolique. Par exemple, il y a dans Pascal des textes magnifiques sur la noblesse que j'ai cités spontanément lorsque je voulais parler des jeunes énarques. Bon, il dit quelle extraordinaire chose que la noblesse qui vous rend à 20 ans maître du monde. Bon, c'est beaucoup mieux dit que ça. Bon, donc Pascal a cette lucidité, et Bénichou, dans son fameux livre sur les morales du grand siècle, s'interroge sur les facteurs spéciaux historiques de cette lucidité. Ce qui pose d'ailleurs une question très, très importante pour l'historien et pour le sociologue. Le fait d'avoir des intérêts historiques à certaines vérités peut-il être utilisé contre le producteur de cette vérité? Bon, et il me semble que il y a des facteurs sociaux de l'accès à la vérité, simplement à condition, et c'est un des objets du livre, d'être très lucide et attentif au sujet de ces facteurs intéressés de l'accès à la vérité désintéressés. Et vous ajoutez dans les premières pages pour expliquer pourquoi ce livre a pour titre Méditation pascalienne, et aussi pourquoi il est construit plus ou moins comme notre émission de ce matin, avec un rebond constant de l'analyse par rapport à des fragments des pensées. Vous ajoutez: surtout, j'avais toujours su gré à Pascal tel que je l'entendais de sa sollicitude dénuée de toute naïveté populiste pour le commun des hommes et les opinions du peuple saines, et aussi de sa volonté, qui en est indissociable, de chercher toujours la raison des effets, la raison d'être des conduites humaines en apparence, les plus inconséquentes ou les plus dérisoires. C'est une autre dimension qui déborde l'analyse des mécanismes de la domination symbolique, ou de la violence symbolique sur laquelle nous reviendrons plus tard. Oui, je pense que ces textes sur la raison des effets, qui ont été magnifiquement commentés avant moi, par Ménard, entre autres, ces textes m'ont paru très importants parce qu'ils décrivent la démarche la plus commune du sociologue, enfin, qui observe les conduites et ce qu'en disent les agents pour essayer d'aller au-delà de ce qu'en disaient les agents, grâce à des techniques comme la statistique ou l'analyse structurale des discours, etc. Et accédant à cette vérité objective, est obligé, sauf à tomber dans un objectivisme hautain, méprisant, que Pascal récuse, est obligé de revenir aux vérités du peuple saine et de dire, mais ces vérités premières, dont Bachelard enseignait à se méfier, ces vérités premières font partie de la vérité complète contre laquelle j'ai construit la vérité seconde. Et il faut donc articuler d'une manière intelligible, non contradictoire, la vérité première, la vérité seconde construite contre la vérité première, et cette vérité première qui continue à habiter le monde social, ceux qui y vivent, et le sociologue lui-même lorsqu'il cesse d'être sociologue. Bon, donc on ne peut pas, et c'est là le mérite de Pascal, on ne peut pas sacrifier à cette sorte d'objectivisme triomphant
qui était le fait, me semble-t-il, de quelques très grands sociologues, souvent Marx, Durkheim, même Weber, qui était plus attentif aux représentations, ont sacrifié à l'hubris, à l'arrogance du penseur du monde social, qui ne peut pas ne pas penser, parce qu'il en a tous les indices, qu'il connaît en un sens le monde social mieux que les gens qui le vivent. Bon, il se donne de la peine. C'est une des premières expériences de mon travail de jeune chercheur. Bon, je travaillais sur un village du Béarn, dont j'étais originaire, où je connaissais tout le monde par le nom propre, etc. Bon, et je me posais un problème qui se posait aux agents sociaux. Je me demandais mais pourquoi les filles veulent plus venir à la campagne. Voilà, c'est la question sur laquelle on réfléchissait, et chacun avait son explication. Les premiers entretiens étaient des recollections de théories spontanées de ce phénomène dramatique, parce que c'était les grandes familles de 30 hectares, c'est tout de même des grandes familles, tombent dans le déclin parce que le fils aîné ne peut pas se marier. Bon, alors, devant ce problème, je commençais à m'interroger, à faire des statistiques, à me donner beaucoup de mal pour objectiver ces mécanismes, etc. Et très rapidement, j'ai accédé effectivement à des principes explicatifs, que d'ailleurs je proposais à mes interlocuteurs, que je discutais avec eux, etc. Et comme il s'agissait de gens que je connaissais, que je respectais, il m'était pas facile de balayer leurs explications comme simple rationalisation un peu bête, à la manière de certains anthropologue objectiviste. Bon, et donc j'ai été amené à me dire mais qu'est-ce que c'est que cette vérité spéciale, qui est au-delà de l'alternative de la représentation subjective et de la vérité objective. Comment puis-je introduire dans l'écriture, dans le compte-rendu, cette vérité première sans abdiquer devant elle, etc. Bon. Et tout ça, Pascal le dit en quelques phrases. Je pense que oui, j'ai beaucoup utilisé cette référence aux demi-habiles, parce qu'il est vrai que les demi-habiles m'exaspèrent beaucoup, et Pascal aussi, en grande partie parce que leur arrogance de savants qui s'arrêtent à mi-parcours, ou de demi-savant qui ne fait même pas le début du parcours, interdit et d'aller jusqu'au bout de l'objectivation et de faire l'objectivation de l'objectivation, c'est-à-dire de porter sur le chercheur lui-même le regard d'objectivation qu'il porte sur les autres, alors sur le chercheur lui-même, c'est-à-dire sur ses concepts, sur les instruments qu'il emploie, sur le pouvoir, etc. Voilà, bon. Et ça, malheureusement, c'est vrai de toutes les sciences, y compris, puisque je parle dans un univers d'historiens, y compris, et peut-être tout particulièrement chez les historiens qui n'ont guère l'habitude de retourner sur eux-mêmes le regard historique, et qui sont peut-être portés à un usage très déshistoricisé des instruments, des concepts, etc., historiques, tout en étant les premiers, parce que bien sûr je me garde bien de mise en question naïve, tout en étant les premiers historiquement à attirer l'attention sur la relativité des concepts, etc. Je crois que c'est là un thème fondamental du livre, qui fait, comme je le disais en introduction, qu'il s'adresse bien au-delà de ceux qui pourraient apparaître comme ses interlocuteurs privilégiés, et qu'il donne sur cette difficile, instable, vous dites quelque part étrange position, qui est la position de l'analyse, de la compréhension, soit dans le monde social dans lequel le chercheur se trouve le placé, ce qui était le cas que vous avez rappelé sur les études de type ethnologique ou anthropologique, soit avec la distance du passé, mais finalement on peut marquer la similitude entre ces deux rapports en maintenant leur différence, et qui est justement de pouvoir à la fois prendre en compte les paroles, les catégories des acteurs, et d'autre part nécessairement en donner une intelligibilité à travers une reconstruction théorique. Et vous dites à la fin du livre qui inévitablement sera
scolastique, on reviendra sur l'utilisation et la définition même de ce thème, mais qui sera la reconstruction de la vérité de ceux qui n'ont ni l'intérêt, ni le loisir, ni les instruments nécessaires pour entreprendre de s'approprier la vérité objective et subjective de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont, et l'on pourrait dire de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils étaient, puisque ici, ce que vous dites et qui s'applique à la relation entre le sociologue ou l'ethnologue et les acteurs du monde social, s'applique aussi à la relation qu'entretient l'historien avec cette population de morts, qui sont ces acteurs du passé et qui, par définition, avec l'écart temporel, n'avaient ni l'intérêt, ni peut-être pour certains le loisir, ni en tout cas les instruments analytiques pour comprendre ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient. Et pour autant, leurs paroles, leur manière de dire, leur façon d'être au monde ne doivent pas être comme détruites, balayées par les catégories conceptuelles que l'historien emploie souvent, comme vous le dites, sans les soumettre à critique. Oui, je pense à un exemple particulièrement frappant. C'est le cas des historiens ou des écrivains ou des artistes. Il est arrivé que des historiens de la littérature ou de l'art, je pense à Goulmot et Auster par exemple, objectent aux analyses que le sociologue ou l'historien social, ce qui revient au même, de la littérature peut faire d'un mouvement littéraire, ou objectent que cette analyse fait en quelque sorte de double emploi avec les analyses que les écrivains ou les artistes produisent eux-mêmes. Et en fait, il est vrai qu'on peut faire une histoire sociale de l'art très objectivante, très puissamment objectivante, à coup de citations d'écrivains qui, par flash, par éclair, ont eu la vision partielle du système. Je pense qu'on pourrait faire une sociologie de Flaubert avec des citations de Flaubert. Cela dit, il y a une différence fondamentale, c'est que ces gens ne se donnaient pas pour projet de comprendre le monde social, bien qu'ils aient pu se penser comme des sociologues et le dire, bon. Et surtout de se comprendre comme animés par cette ambition de compréhension. Et de ce fait, ça fait une différence tout à fait radicale. Enfin, ils ne se mettaient pas en position, en posture de s'approprier des instruments, de travailler avec des documents, enfin, bon, même si ils pouvaient y recourir, etc. Et du même coup, leurs analyses, dont la lucidité d'ailleurs souvent apparaît rétrospectivement une fois qu'on a lu les analyses du sociologue. Enfin bon, mais ça c'est une autre histoire. Leurs analyses restent comme celles des informateurs les plus géniaux. Il m'est arrivé très souvent dans ma vie de rencontrer des informateurs très géniaux qui me disaient en 2 heures ce que j'avais mis beaucoup de temps à découvrir par des statistiques lourdes, etc. etc. Bon, même les observateurs, ils n'ont pas... ils présentent des clairs, des Abjattung, des perspectives, des visions perspectives qui ne s'inquiètent pas de totaliser, d'organiser. Voilà. Il y a donc une différence tout à fait centrale et indépassable, enfin, entre le point de vue objectivant et le point de vue des agents, si bien que, alors, en même temps, le point de vue objectivant étant séparé par une sorte de différence ontologique, dirait l'autre, du point de vue de l'agent. Et il est vrai que si je passe mon temps à dire que le point de vue du théoricien n'est pas le point de vue du praticien et qui ne doit jamais l'oublier, il est vrai que tout ce qu'on peut faire, c'est mettre dans l'analyse la forme théorique du point de vue pratique. Bon, alors ça a l'air de l'abstraction, mais ça conduit à des choses tout à fait concrètes. Enfin, la manière d'écrire, d'éviter le finalisme, de ne pas dire qu'on a dissous l'Assemblée en vue d'eux. Des choses aussi naïves que celles-là, évidentes, sont mises en question par une analyse qui prend en compte la réalité de ce que c'est qu'une pratique. Mais on ne peut le prendre en compte que de manière très abstraite, paradoxalement. Je voudrais, avant qu'on aille plus loin dans l'entretien, que la référence à Pascal, dont vous venez de montrer comment elle jouait pour plusieurs registres, et d'ailleurs de différentes manières, dans l'écriture même du livre, cette référence nous fait souvenir l'un et l'autre ce matin d'un ami que nous aimions beaucoup, et qui est très présent dans ses méditations pascaliennes. Vous lui avez même dédié un fragment particulier du livre. Il s'agit de Louis Marin, décédé maintenant il y a 5 ans,
et qui tout au long de sa vie a pensé avec Pascal et sur Pascal. Et je voudrais signaler que les presses universitaires de France viennent de publier un recueil des essais que Louis Marin avait consacrés à Pascal et à Port-Royal. C'est d'ailleurs là le titre même qui a été choisi pour ce recueil, Pascal et Port-Royal, un ensemble de textes mis ensemble et dont l'édition a été établie par l'un des anciens étudiants de Louis Marin, Alain Cantillon. Et on pourra lire en même temps que ce livre qui accompagne, me paraît tout à fait immédiatement le livre de Pierre Bourdieu, un petit livre de Marin qui est un dialogue publié par les éditions de Minuit intitulé De l'entretien, et qui m'a fait penser un peu à un petit livre aussi de Pierre Bourdieu qui s'appelle Leçon sur la leçon, puisque Marin, avant d'entrer dans un entretien qui portait essentiellement sur les questions de l'esthétique, d'une façon très, très drôle, très ironique, joue avec le genre lui-même. Mais d'une manière sérieuse, on y trouve aussi une citation de Pascal que Marin aimait beaucoup à utiliser et qu'il a commenté souvent. Et peut-être qu'elle peut ouvrir notre débat s'il le fallait encore. Je cite, « Ce n'est point ici le pays de la vérité. Elle erre, inconnue, parmi les hommes. Dieu l'a couverte d'un voile qui la laisse méconnaître à ceux qui n'entendent pas sa voix. » Cette citation me conduit, Pierre Bourdieu, peut-être à engager le moment de notre entretien à partir, non pas de l'ordre que vous avez suivi dans le livre, qui est un ordre rationnel et logique de chapitres, mais à partir de la fin du livre, et qui pourra peut-être être le moment le plus surprenant pour ceux qui ont accompagné votre travail depuis 20 ou 30 ans, avant même les premiers livres que j'ai cités ici, en pensant aux travaux soit d'ethnologie sur la Kabylie ou sur le Béarn, soit aux travaux sur la reproduction scolaire. Ce chapitre, qui est le chapitre dernier des méditations pascaliennes, a pour titre « L'être social, le temps et le sens de l'existence ». Et on peut l'aborder à partir, selon notre contrat, de deux fragments de Pascal. Le premier est celui-ci. « Nous sommes plaisants de nous reposer dans la société de nos semblables. Misérables comme nous, impuissants comme nous, ils ne nous aideront pas, on mourra seul. Il faut donc faire comme si on était seul, et alors bâtirait-on des maisons superbes, etc. On chercherait la vérité sans hésiter, et, si on le refuse, on témoigne estimer plus l'estime des hommes que la recherche de la vérité. » Et ce mot de l'estime des hommes m'amène à un second fragment que vous citez aussi dans un chapitre précédent. La plus grande bassesse de l'homme est la recherche de la gloire, mais c'est cela même qui est la plus grande marque de son excellence. Car quelque possession qu'il ait sur la terre, quelque santé et commodité essentielle qu'il ait, il n'est pas satisfait s'il n'est dans l'estime des hommes. Il estime si grande la raison de l'homme que, quelque avantage qu'il ait sur la terre, s'il n'est placé avantageusement aussi dans la raison de l'homme, il n'est pas content. C'est la plus belle place du monde, rien ne le peut détourner de ce désir, et c'est la qualité la plus ineffaçable du cœur de l'homme. Et ceux qui méprisent le plus les hommes, et les égalent aux bêtes, encore veulent-ils en être admirés et crus, et se contredisent à eux-mêmes par leurs propres sentiments. Leur nature, qui est plus forte que tout, les convainquant de la grandeur de l'homme plus fortement que la raison ne les convainc de leur bassesse. Ces deux citations liées me paraissent désigner une réflexion que vous développez avec une grande intensité, une grande tension à la fin du livre, et qui est cette réflexion sur finalement la justification, l'idée de la justification d'exister comme renvoyant à ce regard des autres, comme renvoyant à ce verdict du monde social que vous dites être constitué par le jugement innombrable des autres. Quelle est la place dans le projet sociologique de cette réflexion sur le sens de l'existence, qui peut paraître surprenante par rapport à ceux qui ont lu, parfois trop vite, vos analyses précédentes?
En fait, j'ai été amené à cette réflexion par deux voies. D'une part, par l'expérience de la vie. C'est une réflexion qui ne m'a jamais quitté depuis extrêmement longtemps. Et aussi par une réflexion sur la pratique même de la science sociale. Je pense que historiquement, les sciences sociales sont constituées au XIXe siècle contre la théologie, contre la métaphysique, contre la religion. D'ailleurs, la lutte continue. Je pense que les fronts tels qu'on pouvait les voir au XIXe siècle, enfin les gens qui combattaient Taine et Renan, et plus tard Durkheim, comme Agathon, etc., sont les mêmes, enfin homologues de ceux qui aujourd'hui combattent la sociologie. Et ce combat se situe autour des questions qu'on appellerait métaphysiques. Bon, la sociologie, dans une sorte de parfois des mesures positivistes, tente à écarter préjudiciellement ou à dissoudre, en les constituant en objets, un certain nombre de questions métaphysiques. Alors le paradigme de cette posture, peut-être constituée par deux livres de Durkheim, le suicide d'une part, qui dissout, enfin, un acte humain générateur d'immenses questions, et les formes élémentaires de la vie religieuse, où Durkheim se donne pour projet, enfin, de construire comme objet ordinaire, enfin, toute la métaphysique. Alors, cette réflexion historique, enfin, sur la genèse des sciences sociales, m'a amené à m'interroger sur les limites que les sciences sociales pouvaient devoir à cette genèse. Et je pense que ces problèmes métaphysiques, appelés métaphysiques, enfin, bon, que je me sentais obligé d'écarter par profession, par définition professionnelle, bon, et qui me préoccupaient, j'ai été peu à peu convaincu qu'ils faisaient partie de l'objet des sciences sociales, au premier chef, et qu'on ne pouvait pas comprendre le monde social véritablement si on ne faisait pas intervenir des choses aussi indiscutables que le fait statistique le plus attesté, comme le fait que l'homme est mortel, que cette idée ne lui plaît pas, qu'il ne veut pas le savoir, disons, qu'il met en place toutes sortes de stratégies pour l'oublier, pour l'écarter, enfin le divertissement, enfin tout ce raconte Pascal. Bon, et je me suis dit donc, je me suis senti autorisé à remettre ces choses-là au centre même, non seulement de la science sociale. Bon, alors, du même coup, j'ai pu récupérer en quelque sorte pour l'entreprise scientifique des gens qu'on tendrait spontanément à en exclure. Par exemple, qui dirait que c'est Kierkegaard qui, dans son journal, a dit que le grand problème de l'humanité, c'est le problème de la justification. Bon, justification sociale, enfin, c'est comment suis-je justifié d'exister? Comment puis-je me donner une raison d'être? Et alors, à cette question, Pascal la pose très bien, et bizarrement, ce sont des textes qui n'ont pas été lus, aussi étonnant que ça paraisse, parce que le métaphysique écrasait le politique, on peut dire, ou le social. Pascal dit, oui, si la foi, l'arrachement à divertissement est si difficile, c'est parce que Dieu a pour concurrent la société. Enfin, le grand concurrent de Dieu, c'est la société, à tous les sens du terme. C'est la mondanité, c'est le monde, c'est la gloire, c'est l'estime des hommes, enfin, ce thème qui revient tout le temps. Et alors, là où Pascal nous dit abdiquer l'estime des hommes au profit de la recherche de la vérité, le sociologue peut se dire la recherche de la vérité doit faire place à l'étude de la place de l'estime des hommes, de la gloire, de ce qu'on appelle le capital symbolique, enfin, dans les conduites humaines. Bon, et alors, par exemple, je me suis beaucoup intéressé à ce que j'appelle les rites d'institution, les rites de consécration, par lesquels une société primitive ou contemporaine, c'est l'introduction à l'Académie française, une leçon inaugurale, etc., toutes ces institutions, ces rites d'institution, sont de l'importance extraordinaire dans la mesure où ils sont l'occasion pour le monde social de dire d'une façon apparemment formelle et rituelle, et aujourd'hui frottée de semi-culture ethnologique, comme sont souvent les historiens et les sociologues, nous disons oui, ce n'est qu'un rituel. En fait, ce sont des choses extrêmement sérieuses. C'est des choses telles qu'il n'y a pas d'au-delà. C'est ça ou Dieu. Bon, ou bien on va à l'Académie française,
ou bien on va à Dieu. Et, non, c'est une mauvaise plaisanterie. Enfin bref, les consécrations temporelles sont extrêmement importantes. Et alors j'ai repris à la suite d'un historien de Princeton, dont je ne vais pas retrouver le nom, l'étude du cas du président Schreiber, étudié par Freud, bon, qui tombe dans la folie le jour même de sa consécration comme président. Bon, et je me suis demandé si, par exemple, je n'avais pas écrit ma leçon sur la leçon pour éviter le destin du président Schreiber. C'est-à-dire, ce sont des situations qui posent problème, dans la mesure où c'est le moment où la société vous dit tu es cela, et en un sens tu n'es que cela et tu as à être cela. C'est-à-dire, les rites d'institution donnent beaucoup d'assurance, à tous les sens du terme, et en même temps impose beaucoup de contraintes. Vous dites deviens ce que tu es, tu vas être ce que tu es. Bon, voilà. Alors bon, tout ça j'ai relu Kafka dans cette perspective. Et finalement, pour dire vite en une phrase, j'ai été amené à sociologiser la métaphysique, si on peut dire, ou même pour moins choquer, anthropologiser la métaphysique, enfin, et à montrer qu'un certain nombre de problèmes qui sont abandonnés par la science, enfin, la métaphysique, peuvent être compris par les instruments de la sociologie ou de l'anthropologie, et sauf à croire en Dieu, je pense que nous n'avons pas le choix. C'est notre seule arme pour comprendre des choses très très importantes de notre existence. Il y a deux dimensions dans ce projet, l'une qui s'appuie sur cette citation finale de Durkheim, la société c'est Dieu, et qui marque cette idée que c'est par ce verdict social qu'une justification à l'existence est possible. Et non seulement possible, mais nécessairement recherché, ce qui fait qu'il y a une impossibilité de se soustraire à ce jeu social, sauf à se mettre dans une position d'une extériorité telle qu'il n'y a plus d'existence même sociale dans cette misère de l'homme sans Dieu, comme dirait Pascal. Et puis il y a d'autre part cette dimension, vous avez parlé tout à l'heure de la finitude, qui renverrait ici à cette manière de socialiser, entre guillemets, l'inquiétude, l'incertitude, la douleur, et de la sociologiser au sens que des expériences qui sont tenues très spontanément par des savoirs phénoménologiques, philosophiques, ou par des opinions communes, comme partagées, universelles, ne le sont pas. Et il y a dans la fin du livre une analyse de l'expérience du temps. Il pourrait paraître qu'il y a là un des données anthropologiques les plus fondamentaux, l'attente, l'espérance, le rapport au temps semble être un lot commun de l'humanité. Et en même temps, vous montrez que pour les comprendre, il faut mettre à distance cette perception, parce que le temps, où l'expérience du temps est à la fois instrument de pouvoir et traduction des différences. Oui, et ce n'est pas aujourd'hui, évidemment, que les historiens, je pense à Lucien Febvre, ou les sociologues, se sont intéressés à l'expérience du temps. Ce que j'ai voulu montrer, et qui, me semble-t-il, fait faire un pas en avant, c'est que l'expérience du temps est indissociable de la position occupée dans l'espace social, que, pour dire les choses simplement, les mets possibles sont à la mesure de ma puissance. Bon, dans une certaine mesure, l'impuissance, le sous-prolétaire, du sous-prolétaire, s'accompagne d'un effondrement des possibles, c'est-à-dire d'un anéantissement du temps comme mouvement vers les possibles, mouvement vers l'appropriation d'un avenir, etc. Et cette analyse conduit pour dichotomiser, en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, conduit à opposer ceux qui ont le pouvoir sur les possibles, qui ont des droits de préemption sur l'avenir. Enfin bon, le capital, qu'il soit culturel, économique, social, etc., c'est un droit de préemption sur l'avenir. C'est un titre scolaire, c'est de l'avenir garanti, c'est une carrière, etc. Bon, ceux qui ont donc de l'avenir, comme on dit, et du
pouvoir sur l'avenir et de la prise sur l'avenir, ont aussi souvent du pouvoir sur l'avenir des autres. Et non seulement ils ont du temps, mais ils peuvent s'approprier du temps des autres. Alors là, on retrouverait les très belles analyses de l'attente, enfin, bon, qui sont si centrales, par exemple, chez Kafka, mais il suffit d'avoir été dans la salle d'attente de médecin pour savoir qu'un médecin a du pouvoir. Bon, et le pouvoir d'être en retard, on célébrait toujours un de nos présidents de la République pour son art du retard. Bon, c'était simplement une des manifestations d'une disposition régalienne. Enfin, on dit l'exactitude et la politesse des rois. La politesse des rois, en fait, c'est que les rois ont particulièrement du mérite à être exacts parce qu'ils pourraient ne pas l'être. Et ce faisant, ils rappellent doublement qu'ils ont le pouvoir d'être en retard en étant à l'heure. Bon, voilà. Alors ce genre de stratégie très complexe est possible sur la base d'un rapport au temps qui n'est pas dissociable du pouvoir. Or, ordinairement, il est rare qu'on rapproche dans les analyses classiques du temps, le temps et le pouvoir. Bon, alors maintenant, pour refaire toute l'analyse dans tous les détails, ça serait trop compliqué, mais je crois que s'agissant de comprendre des conduites historiques, l'analyse que je propose donc du rapport au temps dans ses formes extrêmes, celle des puissants et celle des possédés, des démunis, ces analyses sont importantes, il me semble. Oui, il y a tout un paragraphe que vous avez intitulé « Les hommes sans avenir » et qui montre qu'un certain nombre de conduites qui peuvent paraître complètement désorganisées, incohérentes, sans rationalité, sont directement le produit de cette impossibilité de maîtrise sur le temps, non seulement le temps des autres, mais même son temps propre. Et dans ces situations où l'expérience du temps, la domination du temps s'est anéantie, finalement tout un espace s'ouvre pour des comportements apparemment irrationnel par rapport à la définition d'une rationalité qui, elle, s'appuie sur l'espérance raisonnable, sur l'attente possiblement comblée. Oui, alors cette question du rapport à l'avenir et au possible est tout à fait centrale dans la théorie économique, avec la théorie des espérances rationnelles ou des anticipations rationnelles. Dans la théorie historique, dans la théorie sociologique, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le rapport que les agents singuliers entretiennent avec l'avenir. Comment anticipent-ils? Est-ce qu'ils anticipent par le calcul? Est-ce qu'ils ont des stratégies rationnelles orientées par une prospective pratique ou théorique, etc. Alors, en fait, une des expériences les plus douloureuses, je pense, qu'on peut faire quand on est anthropologue ou sociologue, c'est la découverte que les agents sociaux ne sont pas fous, qu'ils sont raisonnables, qu'ils ne font pas de folie, et qu'ils ont grosso modo les espérances de leur chance. Bon, il y a une phrase de Hume que j'ai citée dans mes tout premiers travaux qui m'avait beaucoup impressionné. Il dit à peu près lorsque la possibilité de l'accomplir disparaît, le désir lui-même s'évanouit. Bon, c'est-à-dire, contrairement à la représentation spontanée de la pléonexia, comme dit Platon, le désir d'avoir plus, etc., bon, qui est assez répandu chez les intellectuels. Par exemple, tout ce que Louis Pinto appelle les sociologues de la les philosophes de la consommation, qui vont de Barthes jusqu'à Lipovetsky, enfin, ces gens qui disent la vanité des petits plans demi-habiles, la vanité des désirs humains qui portent toujours des passements à la recherche de satisfaction nouvelle et frivole, l'automobile, etc., les vacances, les loisirs, les clubs méditerranéens, etc. Bon, ces analyses très superficielles masquent le degré extraordinaire d'ajustement des espérances aux chances, sauf dans quelques cas particuliers, comme celui des sous-prolétaires, qui, ayant tellement peu de chance, ont des espérances décrochées par rapport à leurs chances. De temps en temps, ils délirent, ils ont des visions millénaristes, et ils servent d'ailleurs souvent d'armée de manœuvre à des mouvements fascistoïdes, millénaristes, etc. Mais en régime ordinaire, les gens ordinaires, qu'ils soient dans l'échelle sociale, ont des espérances formidablement convenables, ajustées à leurs possibilités, et ceci parce que ayant
été immergés très tôt dans des univers marqués par des régularités, ayant reçu des coups sur les doigts, si je puis dire, de la réalité, peu à peu, ils acquièrent des manières d'être permanentes, des dispositions, ce que j'appelle des habitus, ajustés à leur chance, et ils ne veulent grosso modo que ce qu'ils peuvent, sauf donc, je répète, dans des conjonctures historiques qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, nous avons eu une période avec le décalage entre les contradictions du système scolaire, une période de décalage des aspirations scolaires par rapport aux chances, mais ces décalages, on peut encore les comprendre à partir de la loi fondamentale de l'ajustement. Donc cette loi est un peu triste, mais c'est je pense, la loi fondamentale du monde social. Pourquoi peut-être ce premier volet de cet entretien, dans cette analyse des mécanismes centrés en particulier autour des rites d'institution ou des cérémonies de consécration, vous insistez sur une première dimension qui est cet échange implicite, cette réciprocité tacite qui existe entre l'individu et le groupe, et qui peut d'ailleurs être payé d'un coup fort par l'individu puisqu'il doit abandonner ce qui relèverait de sa subjectivité ou de son privé, de façon à se conformer à l'attente du groupe qui le consacre, mais qui, en le consacrant, se trouve consacré lui-même par l'incorporation de l'individu en son sein. Mais vous insistez aussi sur une seconde dimension et qui pourrait amener à une réflexion sur les déplacements historiques à l'intérieur de ces modèles de compréhension, qui est le rôle de l'État. Et si la société c'est Dieu, l'État aussi peut être cette dernière instance dans les sociétés modernes, puisque finalement c'est lui qui garantit par différents dispositifs, des titres ou des agents, cet processus d'institution et de consécration. Et on a l'impression que dans ce livre, comme déjà dans d'autres préalablement, ce jeu qui existe entre les mécanismes du monde social qui mettent en rapport des groupes, des communautés, des collectivités, des individus d'un côté, et de l'autre côté, il y a une importance quasi centrale, fondatrice de l'État, est devenue pour vous la clé de la compréhension de peut-être ce que désignait Pascal tout à l'heure, sur cette recherche de l'estime. Voilà, je pense que l'État, en tant que banque centrale du capital symbolique, enfin, qui s'est accumulé peu à peu au cours des siècles, l'État est maître de la distribution de l'estime. Cette estime que l'on peut poursuivre dans les luttes symboliques de la vie quotidienne, ces luttes pour la reconnaissance, pour obtenir affirmer des préséances, obtenir des marques de respect ou des signes d'estime, etc. Ces luttes quotidiennes sont arbitrées, comme vous le dites, en dernière analyse par l'État, qui est effectivement la dernière instance, celle qui dit ce qu'il en est de ce que nous sommes. Bon, alors que ça nous plaise ou non. Et je pense que dans la difficulté que les intellectuels ont à penser l'État, il y a l'anti-étatisme, spontané, qui se comprend si l'on voit qu'ils entendent être à eux-mêmes le fondement de leur propre gloire, de leur propre grandeur. Ils pensent tous qu'ils sont seuls juges, donc juges suprêmes de leur propre vérité. Et c'est aussi une raison pour laquelle le sociologue énerve, parce que par définition, puisqu'il prétend produire sur tout homme possible, y compris ses collègues, ses concurrents, etc., une vérité que ces hommes prétendent, ou ces femmes prétendent produire eux-mêmes. Alors l'État, donc, est l'arbitre, et une des manifestations de ce pouvoir, c'est le titre de noblesse à une certaine époque, qui, à mesure que l'État se concentrait, est devenu l'objet d'une gestion centralisée, avec des hiérarchies, des bureaucraties, des listes, des procès d'usurpation, etc., ou le titre scolaire, qui aujourd'hui a des fonctions sociales tout à fait analogues à celles du titre noblesse, si bien qu'on peut faire une catégorie de la noblesse dont les noblesses scolaires et les noblesses d'épée ou de robe, enfin plus anciennes, sont des sous-catégories. Donc l'État, par le biais de ce pouvoir de consécration et par le biais de ces magnifiques rites d'incorporation, à tous les sens du mot incorporation, les rites par lesquels on entre dans un corps, le corps des mines, le corps des ponts, le corps des inspecteurs des finances, et Dieu sait que c'est un corps, rites d'incorporation, par lesquels aussi on incorpore
les présupposés du corps dans son corps. Bon, donc ces rites d'incorporation sont à plusieurs titres. Bon, pour les comprendre, il faudrait se référer aux scolastiques, enfin, aux canonistes qui ont pensé magnifiquement ces notions dans un contexte historique, comme toujours, où pour des raisons historiques, ils avaient une liste particulière sur des choses qui nous sont devenues évidentes. Bon, donc ces rites d'incorporation, me semble-t-il, sont extrêmement importants pour saisir l'action propre de l'État, à propos de laquelle, par exemple, Kafka s'interroge constamment. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un grand avocat? Est-ce que c'est celui dont les autres avocats disent que c'est un grand avocat? Qu'est-ce que c'est qu'un grand historien? Est-ce que c'est celui dont les autres historiens disent que c'est un historien? Ou est-ce que c'est celui que l'État, par telle ou telle de ses instances, consacre comme le grand historien, à travers des... Bon, voilà. Alors, ces questions-là, me semble-t-il, si on les réfléchit, enfin, sont à la fois sociologiques et théologiques. La régression vers la dernière instance, c'est la régression vers l'État ou vers Dieu. L'émission de ce matin, transmise en direct, je le rappelle, est organisée sous la forme d'un entretien avec Pierre Bourdieu à l'occasion de la publication dans la collection Libère aux éditions du Seuil de son dernier livre intitulé Méditation pascalienne. Et selon le principe même que nous avons adopté au début de cette émission, les réflexions, les thèmes qui la nourrissent partent de citations des fragments de Pascal à l'intérieur des pensées. Mais, une fois n'est pas coutume, je voudrais que l'on ouvre un second volet de ce dialogue qui sera consacré à un des concepts centraux dans le travail de Pierre Bourdieu, celui de violence symbolique ou de domination symbolique, avec une citation qui, pour une fois, ne sera pas de Pascal. Je laisse en suspens, comme il le fait d'ailleurs dans le livre, le nom de l'auteur. Rien n'est plus surprenant pour ceux qui considèrent les affaires humaines avec un œil philosophique que de voir la facilité avec laquelle la majorité est gouvernée par la minorité et d'observer la soumission implicite avec laquelle les hommes révoquent leurs propres sentiments et passions en faveur de leurs dirigeants. Quand nous nous demandons par quels moyens cette chose étonnante est réalisée, nous trouvons que, comme la force est toujours du côté des gouvernés, les gouvernants n'ont rien pour les soutenir que l'opinion. C'est donc sur l'opinion seule que le gouvernement est fondé, et cette maxime s'étend aux gouvernements les plus despotiques et les plus militaires, aussi bien qu'aux plus libres et aux ordre du monde tel qu'il est, alors que, comme le dit l'auteur, les plus nombreux n'ont pas intérêt à cet ordre institué et tout naturellement devraient le bousculer. En fait, il contribue fortement à sa perpétuation. Alors, au-delà de cette remarque, de qui est ce texte étonnant que vous avez trouvé? Et de Hume, et, bon, ce n'est pas étonnant, c'est tout à fait dans sa logique, mais il pourrait être de Pascal. Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que Hume
s'étonne de quelque chose qui n'étonne pas. Nous sommes tellement habitués à l'idée que les dominants dominent que nous finissons par oublier la question du rapport entre the few, les quelques-uns, l'oligoi, le petit nombre, et the many, le grand nombre. Enfin, comment se fait-il que the many se soumettent au the few de manière si simple finalement, qu'il y ait si peu de subversion. Alors cette question très très paradoxale conduit à poser la question de l'obéissance, la question de... Alors Hume fait une réponse très pascalienne, celle de l'opinion, ce que Pascal appellerait l'imagination, mais l'imagination prise en un sens, je crois, très très fort, c'est pas du tout l'imaginaire qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui. L'imagination, c'est la représentation que l'on a du monde social lorsqu'on est socialisé, lorsqu'on est dressé, en quelque sorte, à accepter le monde social tel qu'il est, par la fréquentation longue, continue du monde. Bon, si nous sommes si soumis, finalement, si nous arrêtons au feu rouge, si nous faisons toutes ces choses étonnantes, bon, les sociologues et les anthropologues ne s'étonnent pas assez. Les anthropologues, parfois, parce qu'ils sont devant des ordres sociaux si contraires à l'ordre social auquel ils sont habitués, et ils sont obligés de s'étonner. Mais nous, presque par définition, étant comme des poissons dans l'eau, dans l'ordre social, nous ne voyons pas ce que ça a d'extraordinaire, que tant de gens fassent tant de choses raisonnables, alors qu'il y a la possibilité de tant de folie. Je prends l'exemple les plus grossiers, de prendre les feux rouges, de prendre les sens interdits, etc., mais à tout instant, le monde social est en péril. Or, cet ordre périlleux, incertain, qui est un peu comme la roulette, en réalité, ça roule, ça marche, en gros, il y a tellement peu de catastrophes. Et pourquoi? Parce que, alors c'est encore une fois cette grande loi pessimiste, parce que les agents sociaux sont affrontés, alors c'est une idée du philosophe Peirce, en fait, qui va jusqu'à dire que si nous sommes bons en physique, enfin si nous comprenons le monde physique, c'est que nous sommes soumis depuis des millénaires aux lois du monde physique et que nous avons incorporé en quelque sorte dans nos cerveaux les structures du monde. Mais je ne suis pas sûr que, bon, enfin, peu importe que Peirce ait raison, après tout j'ai envie de lui donner raison, mais ce qui est sûr, c'est vrai pour le monde social. Nous sommes immergés dès l'origine dans des mondes, dans des ordres sociaux, la famille, l'école, etc. Bon, et à travers tous ces ordres, nous sommes, comme dit Thomas Bernhard dans ce magnifique texte des maîtres anciens, nous sommes étatisés. Nous avons le cerveau étatisé et nous sommes ajustés. Voilà. Mais alors à quelles conditions, et c'est souvent une des discussions qu'on veut lancer avec vous ou contre vous lorsque l'on est mal intentionné, à quelles conditions des situations d'instabilité, de fragilité, de crise, voire de rupture se produisent, puisque cette analyse que vous venez d'esquisser, elle est au cœur des analyses sur la domination masculine sur le sexe féminin, elle est au cœur d'une possibilité de compréhension de la domination coloniale, mais pourtant dans les deux cas, dans l'un d'une manière beaucoup plus brusque et définitive, le cas colonial, cette domination s'est effondrée. Dans le cas de la domination masculine, elle est pour le moins fissurée. Alors, à quelles conditions peuvent être pensables et possibles ces autres espaces dans lesquels ce mécanisme d'adhésion, cette tendance naturelle liée à l'incorporation par l'habitus du monde dans lequel il habite, sont-elles possiblement brisées? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tout de même, comme le diraient les historiens, des révolutions? Oui. Alors, d'abord, savoir que l'ordre est du côté des corps, qu'il y a un ordre social qui existe à la fois dans l'objectivité de ce qu'on appelle les institutions, enfin les règles, les règlements, les places, les positions, etc., mais aussi dans ce qu'on mettrait du côté de la subjectivité, dans les corps, dans les modes de pensée, dans les catégories, dans les structures mentales, dans tout ce que nous mettons en œuvre pour comprendre le monde. Le fait de savoir ça, me semble-t-il important,
pour comprendre l'inertie du monde. Le monde social a une formidable inertie et il faut des conditions extraordinaires pour que du changement véritable se produise. Enfin, pour les historiens l'ont montré, il y a une continuité par-delà les révolutions absolument extraordinaire. On pourrait faire une sorte d'histoire, par exemple, je l'esquisse dans La noblesse d'État, une histoire de la longue durée de la montée des Robins, depuis les canonistes médiévaux jusqu'à l'ENA, avec évidemment des changements, des transformations, etc. Bon. Donc le fait de savoir que l'ordre social est dans les corps, qu'il est lié à la compréhension, est important. D'abord, pour ne pas sous-estimer la prise de conscience, enfin, cette fameuse prise de conscience que le marxisme, dont le marxisme faisait un des facteurs déterminants, enfin, du changement historique. Et si on vient à des problèmes contemporains que vous avez évoqués, celui de la domination masculine, il est évident que ces dominations-là, qui ont affaire avec le corps, qui reposent sur le corps, ne sont pas liquidées par la simple prise de conscience de la domination. Je prends plusieurs fois l'exemple de la timidité, où il est évident que, par exemple, encore aujourd'hui, dans la division du travail sexuel s'impose quotidiennement. Dès qu'on met 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes autour d'une table, devant une radio, devant une télévision, etc., on a 1000 indices de la domination qui s'exercent avec une sorte de complicité forcée des corps des dominés à la domination. Alors, donc, insister sur cette domination viscérale, pourrait-on dire, ou cette contribution des viscères à la domination, ce n'est pas du tout une manière de légitimer la domination. C'est une manière de dire, si vous voulez changer les choses, c'est plus sérieux que ça. Il faut transformer aussi, d'abord, les corps. Et transformer les corps, ça prend du temps. Ça suppose une sorte de rééducation du mode de pensée, de transformation de la vision, etc. Alors, là encore, ça serait se situer du côté d'un volontarisme qui a été très répandu dans les mouvements révolutionnaires. La métaphore de l'éducateur, léniniste, etc., a traîné dans tous les cerveaux de toute une génération, parce qu'elle donnait le beau rôle, encore une fois, aux éducateurs, aux profs, aux intellectuels. En réalité, les transformations profondes de l'ordre social, c'était à la fois, encore une fois, de l'ordre objectif et de l'ordre subjectif, passent par des crises objectives de l'ordre social. Par exemple, pour prendre un tout petit exemple, qui est 68. Mai 68 a été une petite révolution symbolique, hélas manquée, ce que nous payons encore très cher aujourd'hui par une terrible restauration. Cette révolution dans les représentations a été rendue possible par des transformations très profondes du système scolaire, par des contradictions que subissait à la fois le corps enseignant à travers le conflit entre le bas clergé, le haut clergé universitaire, les étudiants. Il y avait plusieurs crises qui se sont trouvées en phase, qui ont convergé et qui ont rendu possible une crise au sens de crise de représentation. Voilà. Alors, donc on le sait très bien pour les mouvements prophétiques. Enfin, on sait très bien que le prophète est l'homme des temps de crise, enfin, qui surgit, mais ce qui ne lui enlève pas non plus un rôle. Enfin, il a aussi son rôle à jouer et il est celui qui dit la crise et qui parle lorsque plus personne ne sait quoi dire. Finalement, on a l'impression que ces situations extrêmes, rares, finalement, de bousculement possible, de la pensée des possibles, sont liées à la rencontre, finalement, entre un nombre croissant d'individus qui sont désaccordés au monde familier parce que les structures que vous désignez du terme d'habitude, c'est-à-dire leurs structures de connaissance, de perception, les matrices qui les font agir, ont été façonnées, élaborées, incorporées par différents mécanismes, soit ceux qui relèvent de l'immédiateté du rapport avec les parents, la famille, les proches, soit ceux qui relèvent de l'inculcation scolaire. Ces mécanismes ont été intériorisés dans une situation qui a changé. Et à ce moment-là, le désaccord pour le malheur individuel, mais aussi parfois pour la possibilité de penser ce qui était impensable collectivement, se rencontre.
Oui, là j'ai un exemple simple qui est l'exemple de Don Quichotte. Don Quichotte, c'est typiquement celui dont l'habitus correspond à un état dépassé de l'ordre social et qui perpétue des dispositions qui tournent à vide. Mais il y a un Don Quichotte, bizarrement, chez tout vieillard, dans toute personne parvenue à un certain âge. Le ronchonnement des vieillards, c'est la nostalgie d'un ordre disparu dans lequel l'habitus était comme un poisson dans l'eau. Et inversement, les moments de bonheur, d'euphorie, etc., sont des moments dans lesquels il y a coïncidence entre l'habitus et le monde. Quand l'habitus répond au quart de tour, quand le monde répond au quart de tour de l'attente de l'habitus. Et je pense que, par exemple, je ne développe pas l'exemple, ça serait trop compliqué, trop long plutôt. Je veux dire donc que cette sorte d'ajustement qui est le régime normal de l'expérience se rompt dans beaucoup de circonstances à travers les cycles de vie, les trajectoires individuelles, mais aussi à travers les crises collectives et le décalage entre les attentes, les expectations, les espérances, etc., et les chances est générateur de ressentiments, etc., de révolte, etc., ou d'anticipation, d'utopie, qui peuvent être, lorsqu'ils entrent en phase, lorsqu'ils sont le fait de tout un ensemble de gens orchestrés qui peuvent conduire à des bouleversements très profonds de l'ordre social. Oui, le cas de Don Quichotte pourrait montrer d'ailleurs cet écart entre ceux qui, comme tous les autres personnages du roman, croient que ce qui est raconté par les romans de chevalerie a été, mais au passé. Et Don Quichotte qui fait advenir ce monde disparu au présent, dans cette sorte de rêve et d'illusion perpétuée, de façon à ce que ces manières d'être puissent trouver le lieu où s'ajuster, et qui n'est possible que dans cette illusion transfigurée en une réalité, mais qui n'est réalité que pour lui. Oui, et il y a dans la vie quotidienne, par exemple la misère du monde, dans le livre intitulé La misère du monde, il y a un certain nombre d'études de cas, de personnages déchirés, parce qu'ils sont le produit de conditions déchirées. C'est-à-dire, on parle toujours de double bind, de double contrainte. Les gens qui sont soumis à des conditions objectives enfermant des contraintes contradictoires, et lorsqu'ils sont soumis à de telles conditions durablement, longtemps, dès leur enfance, par exemple, à des conflits entre l'instance paternelle et l'instance maternelle, ou à des conflits entre la représentation publique de l'instance paternelle et la représentation privée. Il y a un très beau texte de Karl Schorske à propos de Freud, de la double image du père de Freud, etc. Bon, lorsqu'ils sont soumis à des divisions de ce type, ils constituent ce que j'appelle des habitus clivés, c'est-à-dire les psychanalystes parlent de clivage du moi. Je pense que il y a une sorte de tension dans les dispositions qui reproduit la tension objective. Et ces habitus clivés, contradictoires, déchirés, peuvent se détruire en quelque sorte même dans la souffrance si les conditions ne leur sont pas données, ou lorsqu'ils trouvent les conditions d'expression, porter de très grandes subversions, mais souvent dangereuses, parce que là aussi les grandes aventures historiques, je pense qu'on peut considérer certaines perversions de l'histoire, de Staline. Il y a eu une psycho-history que je n'aimais pas trop, qui était un petit peu psychologisante, mais qui, reprise dans une perspective comme celle que je suggère, pourrait permettre de comprendre comment certains hommes ou femmes, et là c'est surtout des hommes, parvenant à des positions de pouvoir où ils peuvent accomplir leurs pulsions, peuvent faire payer au monde la violence que le monde leur a fait subir. Et là j'avance dans ce livre une chose à laquelle je crois beaucoup, une sorte de loi de conservation de la violence. Je dis, la violence malheureusement n'est jamais perdue, et quelqu'un qui a été battu dans son enfance, etc., a toutes les chances de faire payer à d'autres à la première occasion l'ardoise, et donc de rétablir des comptes de la violence. Donc, ce qui fait que quand on parle aujourd'hui de violence, si on faisait une économie un peu moins à courte vue, on saurait que pour faire baisser la violence, il faut faire baisser la quantité globale de violence. Mais là, on touche sur un exemple
tragique. Une des données fondamentales du livre, et le vocabulaire de ce matin l'a marqué, vous avez beaucoup parlé de corps, que ce soit les corps individuels ou les corps constitués, institués, d'incorporation, de présence du monde social dans l'individu, mais par la médiation d'un corps qui a subi une inculcation ou qui a reçu par coprésence au monde, ce monde en lui-même. Et finalement, un des chapitres du livre s'appelle « La connaissance par corps ». Qu'est-ce que désigne cette utilisation non seulement d'une réalité existentielle, mais aussi de tout un vocabulaire métaphorique finalement du corps dans ce projet? Est-ce que c'est là la manière finalement de traduire dans votre analyse cet autre fragment de Pascal qui vous aviez souvent cité auparavant, mais sans le donner dans son entier? Car il ne faut pas se méconnaître. Nous sommes automates autant qu'esprits. Et de là vient que l'instrument par lequel la persuasion se fait n'est pas la seule démonstration. Combien y a-t-il peu de choses démontrées? Les preuves ne convainquent que l'esprit. La coutume fait nos preuves les plus fortes et les plus crues. Elle incline l'automate qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense. Et beaucoup de pages et des analyses du livre s'accrochent à ce « sans qu'il y pense ». Oui, en fait, les pratiques ordinaires, par exemple, ce que on appelle les arts, Durkheim avait une très belle formule pour parler de l'art au sens de art. Il dit que l'art est une pratique pure sans théorie. Les pratiques ordinaires sont habitées par une sorte d'intention sans intention, une sorte de quasi-finalité sans fin posée comme telle. De connaissance inconsciente. De connaissance inconsciente. Voilà, tout se passe comme si nous ne savions pas ce que nous faisons, et pourtant ce que nous faisons a du sens. Bon, alors ce paradoxe, bon, qui a été esquivé par des usages un petit peu rapides de la notion d'inconscient chez les anthropologues, etc. Tout ça, me semble-t-il, il faut le réfléchir, encore une fois, pas dans des intentions de spéculation pure. Et là, je veux faire une parenthèse, toujours à l'intention des historiens. Je pense que il y a une répugnance légitime, enfin, de beaucoup d'historiens à l'égard de la théorisation considérée comme détour inutile. Bon. Mais il y a aussi chez d'autres historiens, parfois chez les mêmes, à des niveaux de pratiques différents, une soumission que je trouve funeste à l'égard des verdicts philosophiques, des injonctions philosophiques, des réflexions philosophiques, etc. Et une des intentions de ce livre a été de faire une sorte de mouvement de libération des sciences sociales à l'égard des penseurs qui imposent sur les sciences sociales des représentations de l'action, de la pratique, etc., souvent assez fausses. Bon, par exemple, je le dis longuement, je pense que c'est la théorie de la délibération volontaire, de la décision comme produit d'une délibération, etc. Bon, cette théorie qui a été formidablement élaborée, qui redevient dans un retour, redevient aujourd'hui un des centres de la réflexion philosophique dite la plus avancée. Bon, à mon sens, toute cette théorie n'est qu'une élaboration prétentieuse de la théorie spontanée de la décision. Je pense que, pour des raisons historiques, parce que nous avons été baignés de christianisme, d'examen de conscience, de réflexion sur la responsabilité, sur les circonstances atténuantes, etc., autant de choses qui sont historiques, qui se sont développées peu à peu, qui ne sont pas du tout de mise dans la Grèce antique, comme l'a montré Dodds, ou dans la Kabylie, etc. Pour des tas de raisons, nous avons une théorie spontanée de la délibération volontaire, de l'action comme examen des possibles, etc. Théorie qui est fausse et qui ne correspond pas à ce que nous engageons. Alors, pourquoi avoir une bonne théorie? Parce que je pense que c'est très important. D'abord, on écrit autrement, on échappe à des finalismes naïfs, le finalisme des individus. Il a fait ça pour, j'ai parlé tout à l'heure de en vue d'eux. Quand on emploie en vue d'eux, il faut faire très attention. Qu'est-ce que c'est que cette vue? Le vue de quoi? D'un possible, d'un futur, etc. A fortiori, quand on fait du finalisme des collectifs, quand on
prête à l'État, au grand corps, à l'ordre. Enfin, bon, je pourrais citer des milliers de phrases d'historiens qui constituent en sujet conscient, posant des fins, des collectifs, même la famille, etc. Quand on fait tout ça, je pense qu'on commet des erreurs théoriques qui entraînent des erreurs empiriques. Je crois qu'il y a des choses qu'on n'interroge pas dans la réalité, des questions qu'on ne pose pas au réel, des questions qu'on ne pose pas aux informateurs ou aux documents, et qu'on leur poserait si on avait une théorie juste. Voilà. Alors, c'était une parenthèse. Je reviens une seconde sur le problème de l'automate. Il est vrai que Leibniz, qui était grand lecteur de Pascal, parlait d'automate spirituel, disait une très belle phrase que j'ai citée un nombre incalculable de fois: nous sommes empiriques dans les trois quarts de nos actions. C'est-à-dire que, comme les médecins empiriques, nous faisons des choses qui ont du sens, mais nous ne savons pas trop. Et c'est important à savoir, à la fois pour comprendre les cas où nous cessons d'être empiriques, comprendre ce que c'est que de faire de la théorie, ce que c'est que d'avoir un modèle, ce que c'est que de construire, etc. Et savoir que ce modèle, par exemple, que nous construisons pour rendre compte d'une pratique, n'est pas le principe réel de la pratique. Bon, ce qui est, malheureusement, c'est une fallacie, pour parler comme les anglo-saxons, tellement commune qu'on trouve chez Chomsky, enfin chez la plupart des spécialistes des sciences de l'homme, on trouve l'erreur consistant à mettre au principe des pratiques le modèle que l'on a dû construire in abstracto, en situation scolastique, pour rendre raison des pratiques. Mais celui qui pratique n'agit pas selon des modèles. C'est là où, dans les premiers chapitres du livre, vous montrez toutes les erreurs, les interprétations erronées que peut entraîner cette absorption du rapport pratique au monde tel qu'il est vécu, développé, exercé par les acteurs sociaux et historiques à l'intérieur d'un modèle théorique. Et alors, ce qui frappera votre lecteur, c'est que dans ce livre, ce modèle théorique est désigné comme étant celui de l'application d'une disposition scolastique. Et le livre peut se lire en parallèle avec les règles de l'art, puisqu'il y a un objet commun qui est d'essayer de comprendre le fonctionnement un peu bizarre, particulier de ces domaines, de ces microcosmes, ce que vous appelez des champs, en déplaçant finalement une catégorie pascalienne d'ordre ou de grandeur, qui sont liés à et en vue d'une production symbolique, qui ne sont pas dans l'ordre de la pratique sociale, qui ne sont pas le monde économique, mais qui sont ces figures un peu particulières d'espaces sociaux dans lesquels on doit produire de la beauté, de la vertu ou du savoir. Il y a là donc un projet commun, mais ce qui marque un déplacement, au moins dans la manière de désigner et de conceptualiser, c'est l'utilisation que vous faites de cette catégorie de scolastique. Alors il faut l'entendre à la fois dans son sens classique et banal. Il y a les scolastiques du Moyen-Âge, c'est-à-dire des lecteurs qui cherchent le sens, qui le glosent, qui l'interprètent, mais au-delà de ce sens historique, vous donnez une acception beaucoup plus large à cette disposition scolastique qui est à la fois dont il est à la fois impossible de se déprendre lorsque l'on produit une analyse et qui pourtant est le principe de beaucoup d'erreurs des analyses. Bon, sur ce point, une première chose étonnante, sans doute parce que je voulais réagir contre le sens restreint de scolastique, le sens historique, j'ai oublié dans l'évocation que je fais des étapes de la constitution de la pensée scolastique en liaison avec l'apparition d'univers dans lesquels la pensée scolastique, le mode de pensée scolastique s'impose, j'ai oublié le moment scolastique, c'est-à-dire la philosophie scolastique, dont beaucoup d'historiens de la philosophie, en particulier ados, ont bien montré que c'est le moment de la coupure avec la philosophie comme art de vivre, enfin comme maîtrise pratique du monde, etc., pour aller vers la philosophie telle que la connaissons, c'est-à-dire spéculation sur le problème de la connaissance, réflexivité, etc. Bon. Alors ça c'est une parenthèse, mais pour ce qui est de la raison scolastique, telle que j'essaie de la décrire, bon, je m'appuie sur
l'étymologie sur le mot scolé, qui a été élaboré par Platon dans un texte tout à fait célèbre, où Platon oppose le monde des savants, des philosophes, qui vit dans le temps libre, dans la scolé, dans le loisir. Il oppose ce monde donc au monde de l'agora, de l'urgence, de la clepsydre, des avocats qui se battent contre la montre. Et il fait cette opposition pour célébrer la posture scolastique. Autrement dit, c'est une sorte de biais professionnel, enfin d'idéologie professionnelle. Il est bon d'être en état de scolé pour penser le monde. Être retiré des urgences et des nécessités de la pratique, des situations. Voilà. Alors, j'ai rapproché ce texte d'une remarque faite en passant Austin, philosophe que j'admire beaucoup, qui parle de scholastic bias, de paralogisme scolastique, de biais scolastique ou de point de vue scolastique. Et Austin suggère que le fait d'être en état de scolé, d'être construit en état de scolé, d'avoir des dispositions scolastiques acquises dans ces univers affranchis de la nécessité, conduit à prendre sur le monde un point de vue qui entraîne des biais. C'est-à-dire, par exemple, quand il s'agit de langage, on tend à voir le langage comme un instrument sur lequel on réfléchit, au lieu d'y voir un instrument d'action, tout le travail, Wittgenstein, tout ça. Alors, je pense que ce biais, on peut dire, quand on fait des mathématiques, ce n'est pas grave. Mais quand on fait de l'histoire, quand on fait de la sociologie, quand on fait de l'anthropologie, porter sur le monde dans sa totalité un point de vue très très particulier associé à des conditions historiques particulières et à une phylogénèse et à une ontogénèse, à des conditions. C'est s'exposer à des erreurs. Alors j'en donne tout un tas d'exemples. En anthropologie, c'est assez évident, mais je peux en prendre un tout de suite dans le cas de ce que nous voyons tous les jours. Une part énorme des questions qui sont posées dans les sondages sont des questions typiquement scolastiques. Un exemple simple étant, c'est une erreur que j'ai faite délibérément, c'est une technique que j'ai employée dès l'Algérie. Je faisais des erreurs exprès pour me faire corriger, c'est une manière de vérifier. Alors je dis à un informateur, je lui dis, combien y a-t-il de classes selon toi? C'est quelqu'un que je pouvais tutoyer, ce qui dit quelque chose sur la relation. Et il me dit, mais c'est à toi de me le dire. Or, cette question est posée dans un nombre incalculable de questionnaires, comme allant de soi. Autre exemple, les questions de sondeurs, moins maintenant, parce que les sondeurs ont commencé à entendre mes critiques, je crois, sont souvent des questions d'oral de Sciences Po. Y a-t-il un lien entre la Palestine et le Biafra? Des questions qui supposent, auxquelles on peut toujours répondre par oui ou par non, c'est à la portée de n'importe qui, mais qui supposent, pour être constituées comme telles, une posture qui n'est pas monnaie courante, qui est très inégalement distribuée selon le sexe, selon le niveau d'instruction, selon le revenu, etc. Voilà un exemple. Et on pourrait montrer que plus généralement, toutes certaines théories, je pense à la théorie de la commune, de Habermas, je pense que tout un ensemble de théories dans des domaines très différents ne peuvent pas être comprises, selon moi, autrement que comme produit du scholastic bias. Et je pense que ça a des conséquences très graves, en particulier politiques. Vous montrez que les deux principes de cette erreur ou de cette déviation sont d'un côté de refouler les déterminations économiques et sociales des pratiques symboliques, c'est-à-dire finalement ici de s'ajuster à un des principes constitutifs du champ, mais qui n'en est pas la raison, qui est d'inverser les valeurs du monde économique, et d'autre part, ce par quoi on avait commencé, de projeter à l'universel des pratiques qui sont tout à fait localisées dans le temps et dans l'espace géographique et ou social. Un exemple que vous prenez, c'est sûr, et qui évidemment peut rencontrer les propres intérêts qu'on a souvent discuté ici, c'est sur les pratiques de lecture, comme si la lecture était forcément la quête du sens, était une construction herméneutique, et que toutes les expériences de lecture se référaient à la catégorie d'interprétation. Et à partir de cette projection tout à fait spontanée, immédiate, inconsciente, se découle toute une série de conséquences
différence, à la fois dans l'annulation de la différence des pratiques, ou bien dans la projection du côté de la création de l'œuvre, de ce qui est son déchiffrement à travers une lecture conçue comme interprétation. Et là, on retrouverait d'ailleurs, comme vous l'avez dit une fois, le lector scolastique au sens premier du terme, au sens médiéval du terme, c'est-à-dire celui qui construit, extrait l'essence depuis le texte. Oui, là j'ai un exemple qui me vient à l'esprit en vous entendant. On a actuellement à Paris le film Looking for Richard, où on voit un acteur dénoncer le point de vue scolastique, dire mais enfin c'est nous acteurs qui accédons au texte dans sa vérité, contre les interprètes, les herméneutes, etc. Bon, alors cette lutte à propos du sens du texte, enfin, elle donne une idée du décalage entre la lecture de Lector qui interprète un texte dont à la limite il n'a rien à faire, de même qu'un ethnologue qui interprète une généalogie, c'est-à-dire toute une série de mariages qui ont pu être dramatiques et dont il n'a rien à faire, sans savoir que tout son regard est biaisé précisément par cette indifférence. Bon. Alors que, par exemple, ça conduit, je l'ai essayé de le montrer à propos de Baudelaire, ça conduit à décrire, à poser des questions de sens, à transformer des questions en questions de sens, des questions de vie ou de mort, des questions pour lesquelles l'artiste est prêt à mourir. Ce qui fait que le point de vue de l'homme de théâtre, tout en étant lié lui aussi à une position dans l'espace de la division du travail, de production et de circulation culturelle, est malgré tout plus proche du point de vue de l'auteur, enfin bon, qui, dans certains cas, pour certains grands auteurs, a des enjeux vitaux. Bon, des enjeux vitaux que l'homo scholasticus, le lector, met entre parenthèses sans même le savoir, et croit qu'il ne peut rien faire de mieux que de s'identifier à des gens avec qui il n'a rien en commun, en fait. Bon, en particulier, il n'a pas en commun leurs questions et le dramatique de leurs questions. Mais là, en même temps, l'analyse ne peut être que, comme on le citait tout à l'heure, une position scolastique. Comment on peut maintenir cette tension qui fait qu'il y aurait là la nécessité de l'adoption d'un point de vue qui n'existe jamais dans le monde de la pratique et qui est ce point de vue, vous dites, bifocal finalement, qui est la question par laquelle on a commencé, qui est la question par laquelle il faut aussi finir, puisque finalement cette entreprise intellectuelle que vous développez là, elle est pour mettre en garde contre toutes ces déviations, donc de manière à les contrôler. Vous dites quelque part aussi qu'elle est d'essayer de donner à penser les conditions de la pensée. Comment finalement cette tension est maniable? Est-ce qu'elle n'est pas aussi exprimée à travers une intensité extrême, soit lorsqu'on la réfléchit, soit lorsqu'on la pratique dans l'analyse, et de là pouvant découler à la fois des manières d'écrire, des manières de construire l'objet, et je pourrais presque le dire, en revenant à un registre qui était celui de notre commencement, une certaine douleur, voire une certaine souffrance dans cette difficulté à adopter un point de vue impossible. Et pourtant nécessaire. Oui, je pense d'ailleurs que le contenu même de ce que nous sommes en train de dire porte la trace de cette tension. J'ai constamment le sentiment d'être exposé à être entendu comme coupant des cheveux en quatre à la manière des philosophes, alors que j'ai le sentiment, la conviction d'essayer d'introduire à des choses extrêmement concrètes, qui touchent à la pratique du chercheur, mais qui touchent aussi aux expériences de la vie les plus concrètes. Bon, alors malheureusement, les gens qui ont voulu réintroduire la vie dans la science, et en particulier la science sociale, l'ont fait presque toujours au nom d'une vision mystique, irrationaliste, enfin, au nom de l'idée que la science ne peut pas s'approprier la vie, qu'il y a un irréductible. Même Michelet, que je pourrais invoquer au nom de l'idée de la résurrection,
abstraction, etc. Bon, il y a toujours un import un peu mystique, enfin, qui m'a toujours gêné. Alors que mon intention, bizarrement, c'est de rationaliser cette ambition de restituer la pratique, la vie, la vraie vie dans la science, sans réintroduire du même coup une sorte de critique facile de la science dont beaucoup de philosophes, spiritualistes surtout, se sont fait les porte-parole, une espèce de personnalisme un peu cucu, enfin qui s'oppose aussi. Et je pense que les sciences sociales seraient beaucoup plus puissantes et beaucoup plus sûres d'elles-mêmes en face de la tentation personnaliste, pour aller vite, quoi. Si elles étaient mitridatisées, si elles avaient pris en main elles-mêmes cette contradiction douloureuse, mais paradoxalement, pour être très concret, il faut être très abstrait. C'est-à-dire que pour parvenir, par exemple, à décrire ces deux chapitres de mon travail, deux excursus, l'un sur le don, l'autre sur le travail, enfin, pour décrire dans sa complexité un acte comme le don ou une pratique comme le travail, bon, il faut faire tout ce détour des trois niveaux pascaliens, l'expérience naïve, l'écarter, par des constructions savantes qui risquent de faire oublier l'expérience naïve, et puis revenir à l'expérience naïve et tenir un discours, comme vous dites, bifocal, on pourrait dire un peu louche. Enfin, il faut regarder de deux côtés à la fois. Alors, je pense que dans la littérature, on trouverait des gens qui ont tenté des choses de ce genre. Je pense que Proust a souvent tenté, ce qui explique parfois la complexité extraordinaire de ses phrases, de tenir ensemble le regard de celui qui est dans la pratique et de celui qui regarde la pratique et qui se regarde en regardant la pratique. Bon, alors c'est très très inconfortable. Et surtout, alors, le plus douloureux, c'est que c'est toujours exposé à paraître abstrait, gratuit, philosophique au mauvais sens du terme, alors que c'est très proche de ce qu'on appellerait existentiel, authentique. Mais un dernier mot, il nous reste 2 minutes. Ce matin, les auditeurs ont sûrement été frappés. Vous avez cité beaucoup de textes, d'auteurs qui appartiennent à des registres d'expression très différents, des philosophes, des écrivains, des praticiens des sciences sociales, des historiens. Quel est le sens de cette bibliothèque que l'on a traversée avec vous ce matin? Est-ce que c'est une manière aussi de rencontrer des alliés dans cette tentative tendue, douloureuse, intense? Oui. Alors je pense, Pascal en est un, mais je pourrais faire une espèce de panthéon de mes instruments de pensée. Bon, je pense que c'est souvent chez les écrivains, chez certains écrivains, enfin, que l'on trouve, sinon des solutions, au moins des suggestions pour rechercher des solutions à la fois théoriques et techniques, stylistiques, par exemple. Bon, un des grands problèmes, c'est l'écriture des sciences sociales. Bon, il ne s'agit pas de faire du beau style, comme croient souvent les historiens. Il s'agit d'écrire d'une manière aussi proche que possible de la vérité double des pratiques. Merci Pierre Bourdieu. Je rappelle donc ce matin, les lundis de l'histoire étaient consacrés à un livre qui n'est pas d'histoire et qui en même temps est totalement traversé par l'interrogation sur la nécessaire historicité de nos pensées, de nos pratiques, de nos expériences. Le livre de Pierre Bourdieu, intitulé Méditation pascalienne, publié aux éditions du Seuil dans la collection Libère.